Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette exploration de documents un peu particuliers aujourd'hui. Bonjour. Oui, on va se pencher sur des analyses assez critiques. C'est ça, des analyses tirées de transcriptions vidéo qui jettent un regard, disons, percutant sur l'islam, le Coran, les hadiths et puis certaines figures historiques. Des sources qui avancent des points de vue ont souvent provocateurs. Tout à fait. Et notre objectif ici, c'est vraiment de décortiquer les arguments clés soulevés dans ces documents, hein. Pas de prendre position nous-mêmes, mais de voir ce qu'ils disent. D'accord. Ils touchent à des points sensibles. La cohérence des textes, les récits historiques, des interprétations qui font débat, quoi. On va examiner ce que ces analyses mettent en avant spécifiquement. Parfait. Alors commençons peut-être par un point qui revient souvent dans ces analyses, la cohérence interne du Coran. Les documents mettent le doigt sur ce qu'ils appellent des contradictions. Oui, Par exemple, entre des versets qui appellent à la tolérance et puis d'autres qui seraient plus tardifs selon la tradition et qui, eux, prônent la violence contre les associateurs. C'est ça, les polythéistes. exactement. Les sources s'appuient beaucoup sur ce concept islamique de l'abrogation, le nasque. L'idée qu'un verset plus récent peut annuler ou modifier un verset plus ancien. Ah oui, l'abrogation. Voilà. Et l'exemple type cité, c'est le fameux verset 5 de la sourate 9, le verset du sabre. Tuer les associateurs où que vous les trouviez, c'est celui-là. C'est ça. Selon l'argumentation de ces sources, ce verset abrogerait des appels antérieurs, plus pacifiques, comme le célèbre « À vous votre religion et à moi la mienne ». Hmm, Donc, l'implication que soulignent ces analyses, c'est une possible évolution, une posture qui deviendrait plus dure avec le temps. intéressant comme lecture. Textuelle en tout cas. Et qu'en est-il des soi-disant miracles scientifiques du Coran? Les documents en parlent aussi, je crois. Ah oui, vaste sujet. Et ces analyses, elles contestent pas mal de ces affirmations populaires. Par exemple. Ben, L'idée que le Coran décrirait les montagnes comme stabilisant la Terre, comme des piquets, c'est présenté comme en décalage avec la géologie moderne. D'accord. La géologie, elle, voit plutôt les montagnes comme le résultat de la tectonique des plaques, ce qui est souvent lié au séisme en fait, pas vraiment un stabilisateur. C'est un point de vue scientifique, oui. Un autre exemple qu'ils sortent, c'est un hadith, donc pas le Coran directement, mais un dit attribué au prophète où le soleil se coucherait dans une source boueuse. Pour ces analyses, c'est typiquement une vision cosmologique, pré-scientifique, quoi. Et sur l'embryologie, Ah, c'est un classique, ça. souvent citée comme preuve. Oui, tout à fait. La description du développement de l'embryon, en termes de caillots de sang, alaka, puis d'adhérence ou de morceaux de chair mâchés, mudda, Mhm. c'est aussi examiné de près. Les sources critiques disent que ces termes, ces étapes, ça ressemble beaucoup aux connaissances médicales de l'Antiquité, celles de Galien, le médecin grec notamment. Ah oui, Et du coup, selon elle, ça remettrait en question l'idée d'une connaissance scientifique unique révélée spécifiquement dans le Coran. Ça montrerait plutôt une influence de l'époque. d'accord. Passons des textes à la figure centrale, alors. Les documents soulèvent aussi des questions sur les récits de la vie de Mohamed. Il y aurait un silence historique. Oui, c'est un point fort de leur argumentation. Ils pointent ce qu'ils décrivent comme une absence de mention claire dans les sources externes, non islamiques, pendant près de 2 siècles. 2 siècles. C'est long. C'est très long, oui. Avant que n'apparaissent les premières biographies détaillées, la Sira, comme celle d'Ibn Ishaq, et surtout les grands recueils de hadiths, comme ceux de Boukhari, de Muslim, au IXe siècle. Et donc, ce laps de temps. Selon ces sources, ça pose question. Sur la fiabilité, sur la manière dont l'information a circulé, a été transmise, peut-être transformée. D'accord. Certains vont même plus loin. Ils se demandent si Mohamed était au départ vraiment un prénom, ou plutôt un titre, quelque chose comme le loué, l'élu. Ah oui, carrément. Et pour les hadiths eux-mêmes, au-delà de cette datation tardive, il y a des critiques sur le continu? Oh que oui. Les hadiths sont vraiment passés au crible dans ces analyses. Des récits qui sont jugés sahih, authentiques, par la tradition musulmane, sont mis en avant comme troublants ou difficiles à accepter littéralement. Comme quoi, par exemple? L'exemple le plus connu et le plus souvent cité, c'est le mariage de Mohammed avec Aïcha. Les hadiths rapportent que le contrat aurait été fait quand elle avait 6 ou 7 ans et le mariage consommé à 9 ans. Oui, c'est un point très débattu. Très débattu, et un autre exemple peut-être plus étonnant, c'est cette histoire d'un verset du Coran sur l'allaitement de l'adulte, une pratique pour créer un lien de parenté de lait, qui aurait été écrit sur un bout de feuille et qui aurait été perdu parce qu'une chèvre l'aurait mangé. Une chèvre. Une chèvre, oui. C'est rapporté dans certains recueils. Et bon,
Évidemment, ces exemples sont utilisés par les sources critiques pour interroger la nature même et la fiabilité historique de tout le corpus des hadiths. Ces critiques vont loin. Elles touchent même au cadre géographique traditionnel, c'est ça, hein? L'historicité de la Mecque comme berceau de l'islam. Exactement. Elles s'appuient pas mal sur les travaux de Patricia Crone, une historienne connue pour son approche, disons, révisionniste. Oui, je vois. Ces documents notent que la Mecque semble absente des cartes commerciales, des descriptions géographiques de l'époque pré-islamique et du tout début de l'islam. C'est curieux ça. Oui, et l'argumentation, c'est que les descriptions qu'on trouve dans le Coran, qui parlent de la mer, de bateaux, de pêche, mais aussi d'olives, de vignes, ça colle pas vraiment avec la Mecque en plein désert et avec des problèmes d'inondation d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Ça cadre difficilement selon ces analyses. Alors, quelles alternatives sont proposées, si ce n'est pas la Mecque? Les suggestions varient. Parfois, on pointe vers le nord de l'Arabie. Certains ont même avancé l'idée de Pétra, en Jordanie. Ou alors on évoque des influences judéo-nazaréennes plus fortes, venues d'ailleurs, qui expliqueraient mieux certaines descriptions coraniques. Hmm. C'est une remise en question assez fondamentale du récit traditionnel sur les origines géographiques. Donc, si on résume un peu tout ça, ce que ces documents mettent en lumière, c'est une série d'interrogations vraiment profondes, quoi. Sur la cohérence et l'origine du Coran, sur la fiabilité des récits concernant Mohammed, et même sur la géographie des tout débuts. C'est assez radical comme critique. C'est tout à fait la perspective qui est présentée par ces sources spécifiques, oui. Et elle souligne quelque chose d'important, l'impact de l'accès facilité à l'information aujourd'hui. Internet, les recherches critiques, tout ça confronte les récits traditionnels à des points de vue très différents, parfois ben, déstabilisants. Oui, on imagine. Et ça ouvre une question plus large finalement, pour la réflexion de chacun. Comment est-ce que les sociétés, les individus, gèrent cette confrontation entre des textes vus comme sacrés, immuables, et puis l'examen critique qui vient de la modernité, de l'histoire, de la science? C'est une excellente question pour finir. C'est une piste à creuser, en tout cas pour ceux que ces dynamiques intéressent.